Bonjour et bienvenue, l'ivresse du moment, journal de lecture, une nécessité d'aller garder quelque chose des livres que je viens de lire, une nécessité personnelle que je partage à tout vous. Aujourd'hui, les 3 livres qui vont m'occuper ont tous 3 été écrits par des femmes. Le premier par Ella Maillard, Croisière et caravane, en 1951, traduit de l'anglais par Gabrielle Reeve. Le deuxième, La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, avec la collaboration de Serge Morand. Et le troisième, La vieille prodige, Brigitte Fontaine. 3 livres qui vont nous emmener dans des territoires différents, vont nous emmener tous ailleurs et quand même ici. Ella Maillard, pour commencer donc, Croisière et caravane. C'est un livre qui raconte la vie, l'aventure de Ella Maillard, depuis sa jeunesse jusqu'en 1950, ou un peu avant, où elle évoque donc ce besoin de partir, ce besoin d'aller ailleurs, ce besoin de bouger, qui est celui de cette femme indépendante. Ce qui, à l'époque, est assez rare, finalement. Ella Maillard commence sa vie à Genève, et d'emblée, ce qui la passionne, c'est la voile, le bateau, sur le lac Léman pour commencer. Puis, très vite, ça ne lui suffit plus et il va falloir aller du côté de la mer, puis de l'océan. Et puis, après l'eau, le lac, la mer, c'est la montagne qui va attirer Ella Maillard, qui va partir très loin, en Asie centrale, au Kirghizistan. On est en plein dans l'époque soviétique, à l'époque de Staline. C'est donc aussi un dépaysement culturel, la découverte de ce monde communiste qui effraie beaucoup chez nous. Sans doute a-t-on raison d'être effrayé d'ailleurs, mais plus que la découverte du monde communiste, quand on se rend dans des territoires aussi éloignés que le Kirghizistan, ou alors qu'on se rapproche de la frontière chinoise, du Xinjiang, on entre dans ce monde des nomades, ce monde des hautes montagnes, des hauts plateaux, un monde qui était encore très peu exploré à ce moment-là. Vous avez dans le livre une carte du voyage, des voyages de Ella Maillard. Donc, elle nous raconte ses impressions dans ces terres lointaines. Elle nous raconte comment intérieurement elle vit cette aventure. Et il y a ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui est très fort chez elle. C'est-à-dire qu'il y a une quête spirituelle. C'est quelqu'un, Ella Maillard, qui dans sa jeunesse a la bougeotte, a la soif de l'aventure. Elle raconte ses sensations aussi dans le ski alpin, dont elle est une des pionnières. La descente à ski et la compétition sportive qui la happe dans ce qu'elle a de vigoureux, dans ce qu'elle a d'exaltant. Mais aussi un besoin de trouver le calme. Et la fin du livre, elle évoque des
sages orientaux rencontrés en Inde qui lui permettent d'arrêter le voyage extérieur, ou du moins de le diminuer pour le voyage intérieur, pour trouver un certain calme. C'est donc un livre qui, en ce moment où il est impensable de partir très loin sur ces plateaux d'Asie centrale, qui effectivement ont quelque chose de fascinant, c'est un livre qui fait quand même du bien parce qu'il dépayse quand même notre esprit. Deuxième livre, un livre dont on ne peut pas dire qu'il fait du bien parce qu'il explore une réalité inquiétante, une réalité qui nous touche de manière très forte actuellement, cette question de la pandémie, donc la fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. La question qui est posée par Marie-Monique Robin, qui est une journaliste, elle la pose à de nombreux scientifiques qu'elle va interviewer à distance durant le printemps et l'été 2020, donc en pleine pandémie. C'est la question de la cause de ces pandémies, de cette pandémie de Covid-19, mais plus généralement des pandémies. Car sur la cause directe de la pandémie actuelle, on reste dans le flou. Par contre, tous ces scientifiques spécialistes des virus, spécialistes de ce qui pourrait provoquer des pandémies, tous ces scientifiques s'accordent quand même pour voir une cause dans la perte de la biodiversité. Et si l'on veut éviter que de nouvelles pandémies apparaissent, et d'après ces scientifiques nombreux et semble-t-il sérieux, interviewés par Marie-Monique Robin, il est essentiel et urgent même de préserver la biodiversité. Cela rejoint bien sûr des questions politiques actuelles, extrêmement puissantes, extrêmement présentes dans nos sociétés. En Suisse, à l'heure actuelle, on s'écharpe sur deux initiatives, l'une pour l'eau propre, l'autre pour l'interdiction des pesticides de synthèse, qui sont défendus par les milieux écologistes et qui sont combattus par les milieux agricoles notamment, qui s'inquiètent pour leur survie, alors que les écologistes s'inquiètent pour la survie de la planète en général et pour notre santé. Donc, prendre connaissance de ces questions-là de manière globale me paraissait important, d'où la lecture de ce livre-là. Un livre qui vraiment tire la sonnette d'alarme. Je vais en lire quelques passages, un peu au hasard, enfin pas tout à fait au hasard, j'avais corné quelques pages au cours de ma lecture, je vais en lire quelques extraits. Les pesticides et engrais chimiques polluent les nappes phréatiques et les ressources aquatiques, a commenté David Civitello, un des scientifiques interviewés donc par Marie-Monique Robin. Et nous avons observé que la dégradation de la qualité de l'eau contribue à l'émergence de maladies infectieuses comme la schistosomiase, je ne suis pas sûr de prononcer ça tout à fait correctement, qui affecte plus de 200 millions de personnes chaque année dans les régions tropicales. Je passe à autre chose. Elle pose la question à un autre scientifique qui s'appelle Daniel Brooks,
Est-ce que la pandémie de Covid-19 était prévisible ? Lui ai-je demandé. Non seulement elle était prévisible, mais elle était prévue, m'a-t-il répondu sans hésiter. Tous les scientifiques qui travaillent en écologie de la santé savaient qu'une pandémie de cette ampleur pouvait advenir et qu'elle serait suivie d'autres à un rythme accéléré. Nous assistons à l'une des plus grandes convulsions historiques dans le monde animal et végétal. Cette convulsion est due à la déforestation et à la fragmentation des habitats naturels à grande échelle. Si l'on se place du point de vue des agents pathogènes, c'est une vraie aubaine, car en modifiant dramatiquement les écosystèmes, nous leur ouvrons un nombre infini d'opportunités de s'installer dans de nouveaux hôtes. Donc préserver la biodiversité, c'est nous préserver de la survenue de nouvelles pandémies. C'est bien ceci qui est sous-entendu par de tels propos. Et puis, il y a d'autres extraits intéressants, notamment la question donc, des causes de la pandémie qui sont des causes généralement liées à la perte de la biodiversité, mais aussi l'idée que la biodiversité, ça n'est pas extérieur à l'humain, que nous faisons partie, nous humains, de la biodiversité. Il y a notamment des réflexions très intéressantes sur le fait que la perte de la diversité naturelle, c'est aussi la perte de la diversité humaine. Notamment la perte et l'effacement, la disparition ce qu'on appelle les peuples premiers ou des sociétés autochtones. Chacune d'entre elles, elle parle des sociétés autochtones au Canada, chacune d'entre elles occupait un écosystème particulier avec lequel ses membres devaient interagir pour pouvoir vivre. Cela supposait d'en connaître les caractéristiques et les fonctions, pour être capable d'en utiliser les ressources sans les épuiser, dans le souci de garantir la vie des générations futures. Ce savoir, que les anthropologues appellent savoir écologique traditionnel, faisait partie de la culture des sociétés autochtones et se transmettait par la langue. Cela ne veut pas dire que les peuples indigènes n'ont pas fait d'erreur, notamment quand ils migraient vers un autre écosystème. Mais, après un temps d'adaptation, ils retrouvaient cet équilibre, car pour reprendre le terme de Raymond Dasman, professeur d'écologie, l'un des fondateurs du mouvement de protection de la nature, ils étaient des ecosystem people, des peuples liés aux écosystèmes. Or, il semble qu'il y ait aujourd'hui une rupture entre les peuples qui travaillent la terre et la terre elle-même. Et il faudrait retrouver un lien plus naturel, je ne sais pas si le terme naturel est le bon, un lien plus direct avec la Terre, ou retrouver notre place dans la biodiversité que nous sommes en train de détruire en tant qu'êtres humains à l'heure actuelle. Alors, cette lecture-là, comme je le disais, elle entre en écho avec les débats actuels en Suisse, notamment le débat très vif sur les pesticides. Faut-il les interdire ou pas ? La lecture d'un tel livre nous pousse évidemment à répondre oui, il faut les interdire. Or, il se trouve que leur interdiction est combattue par le monde agricole, par les paysans qui se rendent compte que sans ces pesticides et en modifiant leur manière de travailler, ils vont, pour beaucoup d'entre eux, jouer leur survie, et leur survie économique.
Ce qui implique donc que si l'on veut protéger la planète, mais si l'on veut nous protéger nous-mêmes des pandémies à venir, et on sait maintenant à quel point c'est pénible de vivre une période de pandémie, ben, il faut changer de système. Il faut changer les échanges économiques et la production agricole pour protéger les sols, pour protéger la santé des écosystèmes dont nous sommes partie prenante. Donc, il faudrait interdire les pesticides de synthèse. Mais si la conséquence pointée par le monde agricole, c'est la disparition de l'agriculture, la disparition des paysans, au profit d'une espèce d'agro-business tout puissant, mais qui sévirait depuis l'étranger et rendrait la Suisse dépendante de pays qui ne font pas autant attention à la nature que nous, ça va pas non plus. Donc on est coincé en fait. Et ces initiatives me mettent profondément mal à l'aise parce qu'elles créent des tensions, à mon avis, contre-productives entre le monde agricole et les défenseurs de la nature qui doivent s'allier, qui sont des alliés naturels, mais qui n'y parviennent pas, qui sont en train de se quereller sous l'œil goguenard de gens à qui il faudrait s'attaquer plus directement. Je pense aux producteurs de ces pesticides de synthèse, à ces multinationales qui ont tous les droits et qui, depuis des décennies, détruisent la planète et qu'on continue à laisser faire, et à la distribution des produits alimentaires qui, là aussi, font la loi parce que c'est des grands groupes et les paysans sont coincés là au milieu. Donc j'ai ce sentiment en devant les voter que je dois choisir entre l'écologie et l'agriculture, que je dois choisir entre les écologistes et les paysans. Et évidemment, c'est un choix qui est strictement impossible. Ce qui fait que sans doute je vais voter blanc à ces initiatives, même si un tel livre me dit quand même tu devrais voter oui. Troisième livre, Brigitte Fontaine, La vieille prodige. Brigitte Fontaine, on connaît la chanteuse, exubérante, un peu psychédélique. On connaît peut-être moins, en tout cas je connais moins, l'écrivain, même si on reconnaît en lisant les thématiques de Brigitte Fontaine son absence de pudeur, ce goût de la provocation, cette idée, non pas d'une vieille indigne, mais c'est quand même quelque chose qui nous vient à l'esprit. C'est pas une sage petite vieille, c'est une vieille prodige, effectivement. Le goût déjà d'employer le terme vieille, et pas mamie, elle dit détester le terme mamie, que ça rabaisse les vieux. Et donc employer ce terme de vieille et s'attarder sur la vieillesse et le corps décrépit et le refus de voir le corps s'effondrer et une sorte de révolte légère, une révolte qui se prend pas au sérieux. Voilà ce que je trouve chez Brigitte Fontaine et qui me plaît. Elle écrit que la vie est une mauvaise plaisanterie. Ça, c'est vrai. Allez, je vous lis un petit passage. C'est un livre récent. Le passage commence par le mot confiné. Et oui, elle écrit en confinement. Alors on est très loin des journaux de confinement un peu stéréotypés qui sont apparus très vite durant cette période de pandémie.
Et d'emblée, le confinement dont parle Brigitte Fontaine, c'est pas juste je suis enfermé dans mon appartement à cause de la pandémie, c'est le confinement dans le corps. Le corps qui parle plus que l'esprit. D'ailleurs, avec cette question du quand un corps parle, est-ce qu'il dit je? Est-ce que mon corps c'est moi? Oui, et en même temps, c'est ma prison. Confiné, incarcéré dans ce corps, avec ses contours, sa paroi, ce corps beau ou laid, qu'importe. On ne pense même pas à la tête. Et si on y pensait? La peur est-elle la même? La peur revient avec ses bottes de 7 lieues. Cela n'a rien à voir avec l'ange exterminateur. Ou peut-être à cause de la vitesse, l'expansion éternelle, l'inflation éternelle. Il n'est pas encore assez tard pour que passe l'affreux cafard. Ce soir peut-être, avec son museau de rat noir aux petits points d'or. Je ne fais pas partie du temps. Mon corps peut-être, puisqu'il souffre, à cause du temps imposé par la faculté, raconté, radoté depuis le chagrin dû à la privation, à l'essai de sevrage est total. Il n'y a rien d'autre que cette chose interdite, les cigarettes. Boire, point. Écrire, bof. Marcher, pas possible. Rêver, non. Ou bien les démons surgissent. Parler, il dort. Ou il regarde la télé, ou il écoute. La télévision, nul. Et le squelette se tord. Le téléphone, pour l'instant, il n'appelle pas. Il ne m'aime plus, et je les comprends. Tout à l'heure, ils m'aimeront encore et encore. Et alors quoi? Alors toutes les douleurs prennent toute la place. Quelle merde! Les rues vides. Le jardin, s'il y en avait. Un chat. Il n'y en a pas. Alors on tricote mornement. On tricote des mots. Manger, berk. Et ça fait mal aussi. Petit martyr. La vieillesse est un supplice. Même si, comme moi, on est incompatible avec l'âge, selon l'évidence et l'avis des professionnels. Mais le corps se venge. Il frappe. Le corps se venge. Il frappe. C'était donc un extrait, non pas de La vieille prodige, mais des fruits confits, suivi de La vieille prodige dans ce livre édité au Tripode par donc Brigitte Fontaine. Le corps se venge, comme la nature se venge dans la fabrique des pandémies. Alors quoi? Partir? Trouver la paix intérieure, à l'instar d'Ella Maillard? Quête difficile. Quête que peut-être la lecture aide à accomplir. Voilà, c'était les réflexions que m'ont inspiré ces 3 dernières lectures. Et à bientôt pour d'autres aventures.